StudyGate Digital Learning Technologies. La péritonite aiguë, c'est l'inflammation aiguë, diffuse ou localisée de la séreuse péritoniale suite à une agression, le plus souvent d'origine infectieuse, qui peut être bactérienne, virale ou fongique, et parfois d'origine chimique suite à une agression acide ou parfois agression par la bile. Éthiopathogénie, les modes de contamination. Il y a une classification très importante, la classification de Hambourg 1987, qui distingue 3 types de péritonite en fonction du mode de contamination. Péritonite primitive. La contamination, elle se fait par voie hématogène, parfois lymphatique. 2 notions clés. Absence de foyer infectieux intrapéritonéal primaire, absence de solution de continuité du type digestif par opposition à la péritonite secondaire. Elle est le plus souvent monobactérienne. Le traitement est médical à base d'antibiotiques. Donc attention, Kenji fait que c'est le traitement de péritonite toujours chirurgical. Non, il y a les péritonites médicales, c'est les péritonites primitives. Il y a aussi d'autres péritonites dans le traitement médical. Les 3 exemples donc les plus fréquents, il y a l'infection du liquide d'acide chez les cirrhotiques. Donc c'est la péritonite primitive la plus fréquente, c'est une péritonite à Escherichia coli. L'infection du cathéter de la dialyse péritoniale chez les insuffisants rénales chroniques à staphylocoque et les patients qui ont un syndrome néphrotique et qui développent une péritonite à pneumocoque. Donc péritonite primitive, c'est 1% des péritonites. Deuxièmement, la péritonite secondaire. Donc c'est 90% des péritonites. Par opposition à la péritonite primitive, c'est une péritonite polybactérienne à germe digestif. Donc c'est un mélange de BGN et des anaérobies. 2 grands mécanismes. Donc suite à une perforation d'un viscère digestif, un organe creux, soit suite à une diffusion à partir d'un foyer infectieux septique primaire, intra-abdominal ou intrapelvien. Pour le premier mécanisme, donc perforation d'un organe creux, elle peut se faire spontanément, elle peut se faire dans un contexte post-opératoire. Dans ce cas, l'exemple le plus fréquent, c'est lâchage anastomotique, surtout la chirurgie du côlon, soit post-endoscopique, post-traumatique en cas de plaie pénétrante. La péritonite tertiaire, c'est quoi la péritonite tertiaire? C'est habituellement donc une péritonite qui est déjà opérée avec contrôle inefficace de la source. Donc c'est une péritonite, le patient est opéré, mais il y a eu un drainage insuffisant, de telle façon que les germes, donc la cavité péritoniale, malgré une antibiothérapie adéquate, ils ont développé des résistances au bras. Donc il y a toujours la source infectieuse et la péritonite, elle persiste. Donc c'est des patients qui vont être généralement repris plusieurs fois pour péritonite. Et c'est généralement à des germes donc, qui sont peu virulents, mais qui ont développé des multirésistances. Là, parfois, on peut trouver même des levures. Et c'est une péritonite de très mauvais pronostic. La mortalité, elle excède 30%. Le plus souvent, les patients sont repris donc, plusieurs fois sur le plan chirurgical, donc plusieurs reprises. Sur le plan bactériologie, la contamination péritoniale varie suivant les tâches concernées. Donc, les types de bactéries impliquées, ça varie en fonction de les tâches. Il y a 2 types. Il y a les péritonites par perforation d'origine sus-mésocolique. Il y a les péritonites par perforation d'origine sous-mésocolique, donc au-dessus et au-dessous du mésocolon transverse. C'est ça donc, le repère. Pour les péritonites par perforation d'origine sus-mésocolique, donc ça touche soit l'estomac, soit le duodénum, soit les voies biliaires. C'est le plus souvent donc par perforation d'un ulcère duodénal, on va voir donc les étiologies après. C'est surtout des bactéries donc aérobie ou aéro-anaérobie facultative. C'est des péritonites qui ne sont pas très septiques. Donc la concentration des germes est très faible par rapport aux péritonites sous-mésocoliques. L'acidité gastrique va neutraliser la plupart des germes absorbés et va limiter le nombre de bactéries. Donc, chez le jejunum parfois. Donc l'acidité gastrique elle neutralise les germes. Avec donc perforation d'ulcère duodénal, il y a 2 phases pour le péritonite. Il y a d'abord une agression de type chimique, donc l'acide acarao seulement, donc c'est une péritonite chimique. Puis, si ça se prolonge, bien sûr, il y aura une surinfection et c'est la phase septique. Donc, il y aura une pullulation microbienne, c'est la phase septique. D'abord une péritonite chimique pendant les 6 ou 12 premières heures, puis donc une pullulation microbienne et ça va se transformer en une péritonite bactérienne. Les péritonites par perforation d'origine sous-mésocolique, c'est-à-dire jejunum, ilion, côlon et rectum.
c'est une contamination péritonéale d'emblée bactérienne. La phase chimique là. C'est des bactéries, donc des BGN et des anaérobies, surtout donc l'Escherichia coli et le Bacteroides fragilis. Donc les deux germes les plus fréquents. C'est des péritonites généralement de plus mauvais pronostic que la péritonitis mesocolique. Les germes, les donc sont plus concentrés et c'est des germes qui sont plus virulents. Et on parle donc des péritonites stercorales par perforation, surtout donc de l'ilion distal, du côlon, du rectum. C'est des péritonites de très mauvais pronostic. Donc on retient que plus la perforation est distale dans le tube digestif, plus la péritonite est septique. Physiopathologie. Donc l'occlusion intestinale aiguë, la péritonite aiguë, c'est une maladie locale, mais qui va se transformer en une maladie générale. Donc il y aura un retentissement d'abord local, et puis un retentissement général. Sur le plan local, alors, donc il y aura une contamination péritonéale, il y aura donc des bactéries dans la cavité péritoniale, il y aura donc une réaction inflammatoire qui est donc bien sûr comme toute réaction inflammatoire va être déclenchée par d'abord l'augmentation de la perméabilité capillaire et donc l'afflux des cellules immunitaires, surtout les polynucléaires neutrophiles, qui vont essayer donc de phagocyter les bactéries, mais qui vont affluer leucocytaires, donc surtout les polynucléaires neutrophiles, qui vont essayer de phagocyter les bactéries. Au fur et à mesure, il y aura donc une formation d'un exudat plasmatique. C'est la résultante, l'exudat plasmatique, donc de l'afflux leucocytaire et de l'afflux donc des protéines plasmatiques, et donc la transformation des polynucléaires neutrophiles en des polynucléaires. L'exudat plasmatique, donc c'est le résultat à la fois donc de la présence des cellules leucocytaires, des polynucléaires altérés, ils vont former le PU, des bactéries, des protéines plasmatiques, etc. Donc face à cette agression péritoniale, il faut retenir les moyens de défense de la séreuse péritoniale. D'abord, comme on a dit, comme tout organe, c'est la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, c'est un moyen de défense, mais la réaction inflammatoire a des effets délétères. Et elle qui va être responsable surtout de retentissement général et qui va être responsable même des lésions sur le plan local. Donc d'abord la réaction inflammatoire, le drainage lymphatique. Troisième moyen de défense, c'est les mouvements du fluide intrapéritonien. Donc il y a des mouvements diaphragmatiques, donc dus à la respiration. Respiration, il y a une aspiration, une sorte d'aspiration, une pression négative qui règne donc vers l'espace sous-phrénique et par déclivité vers le cul-de-sac de glace. Il y a deux courants donc. Et donc bien sûr, ces mouvements essayent donc de localiser l'inflammation et d'empêcher la diffusion de l'inflammation. Quatrième moyen de défense, c'est l'épiplan. L'épiplan, d'abord, en cas de perforation, il va essayer de colmater la brèche. Deuxièmement, il essaie donc de contourner la contamination et d'empêcher donc la diffusion de la péritonite. Donc, il est doué donc d'une grande mobilité, l'épiplan. Il va à chaque fois essayer donc de contourner et de cloisonner l'infection. Bien sûr aussi avec la réaction inflammatoire, ZLN, elle joue un rôle dans le cloisonnement, de transformation de fibrinogène en fibrine, en maille de fibrine. Fibrine, qui va être donc sur le plan anatomopathologique responsable de la présence des fausses membranes, c'est la fibrine. Avec aussi donc l'ilius réflexe, et même donc les trois facteurs, l'ilius réflexe, le grand hypoplan et la fibrine, vont contribuer au cloisonnement de l'infection, donc vont empêcher la diffusion de l'infection. Au terme de cette bataille, il y aura donc trois possibilités. Soit les défenses sont efficaces, c'est-à-dire la défense est plus performante que l'agression, dans ce cas donc la concentration bactérienne elle est faible. Il y aura une résolution et disparition de l'infection spontanément, soit le cloisonnement est efficace, mais l'infection elle aussi persiste. Donc il y a une égalité, dans ce cas, il y aura constitution d'une péritonite localisée. Donc c'est le plus souvent un abcès. Bien sûr, l'abcès surtout au niveau du cul-de-sac de glace, soit l'abcès sous-phrénique. Troisième situation, lorsque les défenses sont
faible et l'agression est plus importante que les défenses, donc la concentration bactérienne elle est maximale, c'est surtout le cas des péritonites stercorales, il y aura une diffusion de l'infection et constitution d'une péritonite généralisée. Deuxièmement, retentissement général. Si on suit l'évolution spontanée de la péritonite aiguë, le patient va mourir. De grandes causes. Soit il va mourir par un état de choc septique. Bien sûr, il y a une septicémie, donc il y a des germes qui passent dans le sang, qui sont des germes très virulents, et donc c'est un choc septique, et c'est un choc endotoxinique, des BGN surtout, c'est un choc endotoxinique avec toutes ses conséquences. Donc ça va aboutir au syndrome de défaillance multiviscérale, et c'est le décès. Ou bien le patient va mourir d'un état de choc hypovolimique. Il y a un état d'hypovolémie vrai. D'abord, par la formation de ce qu'on appelle le troisième secteur, un ileus réflexe, il y a de l'exudat plasmatique, il y a des vomissements aussi, il y a une diminution de retour veineux par augmentation de la pression intra-abdominale. Tous ces facteurs donc, concourent à la présence d'un état d'hypovolémie vrai, mais aussi le sepsis, ça concourt aussi à la formation d'un état d'hypovolémie relatif par la vasoplégie. Donc, on est dans un état d'hypovolémie. En gros, le patient donc, va souffrir à la fois d'un état de choc septique et d'un état de choc hypovolémique. Il y a aussi donc des conséquences sur le plan respiratoire, sur le plan hématose. D'abord, mécanique, il y aura donc une diminution du jeu diaphragmatique de la fonction ventilatoire sur le plan mécanique. Il y a la douleur, d'abord le patient est en chouffou. Il ne respire pas. Et les épanchements pleuraux, parfois, et la distension intestinale qui comprime le diaphragme, et un mécanisme septique, altération de la membrane alvéolo-capillaire due à la présence dans ce qu'on appelle un OAP lésionnel qui peut donc donner un syndrome de détresse respiratoire de l'SDRA. Sur le plan rénal, donc, il y a une IRA, insuffisance rénale aiguë fonctionnelle due à l'état d'hypovolémie. Il y a aussi la présence d'une nécrose tubulaire aiguë, due bien sûr au choc endotoxinique, due donc à la toxicité des bactéries. Donc c'est une insuffisance rénale organique, il y a deux composantes, donc l'insuffisance rénale. Sur le plan hépatique, une insuffisance hépatocellulaire, surtout donc attention à l'altération de la fonction de la coagulation. Le TP bas, c'est une insuffisance hépatocellulaire sévère, qu'un TP inférieur à 50%, et défaillance nutritionnelle, donc il y a un état d'hypercatabolisme. Le péritonite aiguë, il y a un état d'hypercatabolisme sévère. Donc, si on résume la physiopathologie de la péritonite, c'est une maladie d'abord locale, donc il y a une pullulation bactérienne, translocation bactérienne, et puis il y a un état de septicémie, donc ça se transforme en une maladie générale. Le premier volet, donc c'est un volet septique, c'est une septicémie qui va aboutir à la présence d'un état de choc septique. Il y a de l'exudat, de l'œdème, la formation d'un troisième secteur avec les vomissements et l'ileus réflexe, un état d'hypovolémie à la fois vrai qui s'associe à l'hypovolémie relative du choc septique, donc un état de choc hypovolémique. Avec ceci, il y a les conséquences respiratoires qui m'appellent la détresse respiratoire, donc soit d'origine mécanique, soit d'origine lésionnelle septique, et les conséquences multiviscérale sur le plan rénal, l'insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance hépatique, jusqu'à aboutir à la défaillance donc multiviscérale et le décès du patient. Sur le plan anatomopathologique, qu'est-ce qui définit donc la péritonite aiguë en péropératoire? C'est trois éléments. Il y a de l'épanchement, il y a une altération du péritoine, il y a les adhérences. Donc trois éléments à apprendre. En ce qui concerne donc l'épanchement, il est d'abondance variable. Il est d'abord d'aspect louche, surtout le péritonite chimique, ou parfois franchement purulent, le péritonite purulente. Donc c'est un épanchement qui peut être diffus ou localisé surtout dans les régions des clives et la région sophrénique ou entre les anses. Deuxièmement, donc altération du péritoine. Le péritoine est épaissi, œdémacié, avec la présence donc de ce qu'on appelle des fausses membranes, qui témoigne de l'exudat fibrinoleucocytaire. Donc, les fausses membranes, c'est de la fibrine. Troisièmement, il y a des adhérences qui donc liées au cloisonnement du grand épiplan qui donc tend à cloisonner l'infection. Et bien sûr, on peut parfois donc trouver des anses intestinales distendues liées à l'ileus paralytique réflexe
Et en opératoire, on peut découvrir donc l'organe malade qui est à l'origine donc de la péritonite aiguë. Sur le plan clinique, alors on va décrire la péritonite aiguë généralisée dans sa forme donc classique, c'est l'adulte jeune. Les signes fonctionnels, alors la douleur abdominale, donc c'est le signe le plus important du syndrome péritonien, c'est la douleur. C'est une douleur abdominale intense, généralisée à tout l'abdomen. Mais le maximum est débuté en regard du foyer infectieux, donc en regard de l'organe malade. Quand c'est une péritonite appendiculaire, le début au niveau de la fosse iliaque droite par exemple. C'est une douleur qui est aggravée par la respiration et par les moindres mouvements. Ou avec le responsable de ce qu'on appelle le faciès péritonien. C'est un malade qui est figé, le faciès s'est tiré, les lèvres donc sont sèches et qui fait le moindre mouvement. Donc, le moindre mouvement aggrave la douleur. Axe donc ce qu'on appelle la colique néphritique. La colique néphritique est frénétique. Le malade est agité, tellement agité, il ne trouve pas de position antalgique. Là, le péritonite, le malade ne يتكلمش, donc c'est qu'il ne respire même pas. L'abdomen ne respire pas, tant que on fait l'examen physique. Donc c'est une douleur intense et continue. Deuxième signe fonctionnel, les vomissements, donc qui témoignent surtout de l'illustre réflexe. C'est des vomissements qui ne soulagent pas la douleur abdominale, mais qui me fait l'occlusion intestinale. L'arrêt des matières et des gaz est tardif. Il est dû surtout aux l'illustre réflexe, parfois remplacé par une diarrhée. Bien sûr, la diarrhée elle est due à l'irritation péritonienne. On a donc les signes fonctionnels locaux. Et il y a des signes généraux, des signes donc septicémiques. La fièvre, donc c'est une fièvre élevée, 39-40. Parfois hypothermie. L'hypothermie c'est encore un critère de mauvais pronostic. Et donc au maximum des cas, c'est un état de choc. On trouve donc des signes en rapport avec l'état de choc. À l'examen physique, à l'inspection, l'abdomen il est immobile, ne respire pas. À la palpation, le signe majeur c'est la contracture abdominale. C'est une contraction tonique des muscles abdominaux, douloureuse, permanente, invincible et involontaire. Au maximum, donc c'est un ventre de bois, parfois remplacé par une simple défense généralisée qui n'est pas permanente à la différence de la contracture, apparaît au moment de la palpation et qui peut être vaincue à la palpation douce. Troisième signe d'irritation péritoniale, ce qu'on appelle la douleur à la décompression brutale d'une fosse iliaque, c'est le signe de Blumberg, ce qu'on appelle le signe de Blumberg. On peut le voir fait péritonite aiguë. À la percussion, on peut trouver une matité de flanc, donc liée à l'épanchement intrapéritonien, parfois une sonorité préhépatique liée à la présence parfois de pneumopéritoine, dans certaines étiologies. Le toucher rectal est très douloureux, ce qu'on appelle le cri de Douglas. Question d'imagerie furcussière, donc ablation des réflexes cutanés abdominaux. Oui, il y a une ablation des réflexes cutanés, fait le péritonite aiguë. Dans cette forme classique, donc douleur abdominale plus contracture ou défense généralisée avec un toucher rectal douloureux, c'est une péritonite aiguë et on doit directement opérer le patient. Aucun examen ne doit retarder la prise en charge du patient. Une étape très importante après avoir fait le diagnostic de péritonite aiguë, c'est le diagnostic de gravité. Dima fait toute pathologie, il y a le chapitre évaluation de la gravité. Le diagnostic de gravité repose sur d'abord le terrain, qui est un terrain très altéré, c'est un facteur de gravité. Sur le plan clinique, donc il y a des signes qui témoignent de la gravité, l'hypothermie qui m'appelle, les signes de déshydratation, l'instabilité hémodynamique jusqu'au maximum, donc les signes de choc, extrémité froide, les marbrures, la cyanose, les troubles neurologiques, les signes d'hypoperfusion. Sur le plan biologique, l'hyperleucocytose importante supérieure à 20 000 ou la leucopénie inférieure à 4000, c'est des facteurs de gravité. L'insuffisance rénale, l'acidose, les troubles de l'hémostase qui m'appellent la TPBA, les troubles ioniques et l'étiologie. Si on connaît l'étiologie, il faut savoir que les péritonites coliques, les péritonites post-opératoires, les péritonites tertiaires, c'est les péritonites les plus graves. Et la durée d'évolution, donc c'est le retard de la prise en charge. Le retard de la prise en charge, donc, ça multiplie la gravité de la péritonite aiguë. Diagnostic étiologique. Alors, la cause la plus fréquente donc, de péritonite, c'est la péritonite appendiculaire. Donc, c'est l'appendicite aiguë compliquée de péritonite. En faveur de l'origine appendiculaire de la péritonite, d'abord l'âge jeune,
la douleur qui commence au niveau de la fosse iliaque droite et se généralise à tout l'abdomen, la défense généralisée à maximum au niveau de la fosse iliaque droite et la présence des nausées et vomissements. Et comme on a vu dans le cours de l'appendicite aiguë, la péritonite appendiculaire, il y a 3 types. Péritonite en un temps, dans ce cas, le patient se présente d'emblée en péritonite. Donc le mécanisme soit par perforation, soit par diffusion. Soit en 2 temps, le patient d'abord se présente pour une appendicite aiguë, puis il y a une accalmie 3 à 4 jours, puis il revient pour un tableau de péritonite. Ou bien une péritonite en 3 temps qui passe par le stade de l'abcès. Donc soit par d'emblée, donc l'abcès, ou à la plastron, puis abcès, puis il y a une rupture de l'abcès, tati la péritonite en 3 temps. Remarque très importante, il n'y a pas de pneumopéritoine. La péritonite appendiculaire ne donne pas de pneumopéritoine. Deuxième cause, donc la péritonite par perforation d'ulcères gastro-duodénal. La perforation donc complique 5% des ulcères gastro-duodénaux. Le terrain c'est lent, 25 sexe ratio 25/1, donc c'est d'emblée lent. En faveur donc de l'étiologie donc d'ulcère gastro-duodénal, la présence des facteurs de risque, notamment le tabac, les antécédents d'ulcères, mais il faut savoir que parfois donc la perforation est inaugurale. D'ailleurs, la perforation donc ça survient surtout les ulcères jeunes. À la khatre donc les ulcères chroniques s'accompagnent donc de sclérose sur le plan anatomopathologique. Donc la paroi elle est épaissie. Donc la perforation elle est un peu difficile. Alors que les ulcères jeunes, la paroi elle est mince, donc facilement tire la perforation. La perforation donc peut survenir au niveau du duodénum, dans 4/5 des cas, ou bien dans un 5e des cas au niveau de l'estomac. Et le siège de prédilection c'est la face antérieure du bulbe. Cliniquement, la douleur elle est épigastrique, début brutal en coup de poignard. Il y a 2 phases. Il y a d'abord la phase de péritonite chimique, pas de fièvre. Donc au début, c'est une péritonite chimique dans les 6 premières heures. Et après 6 heures, la fièvre va s'installer progressivement et ça devient une péritonite purulente. À l'examen physique, c'est une défense surtout donc à l'étage sus-ombilical, un maximum donc épigastrique, puis contracture. Il y a donc un signe physique aussi important, la disparition de la matité préhépatique, qui est due à la présence de pneumopéritoine. C'est de l'air dans la cavité péritoniale. Donc la radiothorax centrée sur le coupole, c'est un examen très intéressant. Il montre le pneumopéritoine, qui est un croissant gazeux sous-phrénique, habituellement à droite, mais peut-être bilatéral. Et il peut manquer le pneumopéritoine. D'ailleurs, il est présent dans 2/3 des cas. Donc c'est 60% des malades. Il peut manquer dans 1/3 des cas. Attention, l'endoscopie digestive est formellement contre-indiquée. Donc si le pneumopéritoine est absent, ça n'élimine pas le diagnostic. Il faut compléter par un scanner abdominal. Cas particulier, l'ulcère perforé bouché. Donc il y a le début brutal, il y a la perforation, puis il y a une disparition rapide de la douleur. Il n'y a pas de signe péritoneux. C'est en faveur d'un ulcère perforé bouché. Donc il est bouché par les organes de voisinage, par le pancréas, par le duodénum, par l'épiplan. Et attention, il faut compléter par le scanner. Il faut traiter énergiquement l'ulcère perforé bouché. À la khatre, l'évolution elle est imprévisible. À tout moment, il peut se rompre. Et ça peut évoluer vers l'abcès sous-phrénique. C'est une complication redoutable. Troisième cause, c'est les péritonites génitales ou gynécologiques. Ce sont des péritonites qui sont fréquents, généralement peu graves. À la khatre, c'est rarement généralisé à toute la cavité péritoniale. Le pelvis, c'est déjà une région qui est déclive, donc la diffusion est un peu difficile. C'est ce qu'on appelle la pelvipéritonite. C'est le plus souvent secondaire à une infection génitale haute, soit une salpingite ou bien un piosalpinx. Le terrain, c'est une femme jeune qui est porteuse d'un dispositif intra-utérin ou qui a une hygiène défectueuse, donc dans un contexte d'infection sexuellement transmissible parfois. Cliniquement, ça se manifeste par des leucoréphétites, par des douleurs hypogastriques ou au niveau de la fosse iliaque, parfois une défense et absence de tout signe digestif. Il n'y a pas de signe digestif. Au toucher vaginal, c'est une douleur à la mobilisation du col. Et parfois, on peut percevoir une masse annexielle. Le traitement peut être médical. Donc, le pelvipéritonite, c'est une péritonite qui peut être traitée médicalement. Mais parfois, donc, on doit recourir à la chirurgie, à la cilioscopie, notamment pour préserver la fertilité. On doit faire une toilette péritoniale, on doit faire parfois une salpingotomie, un drainage d'abcès, etc. Donc, le traitement médical, est-il possible dans le pelvipéritonite? Oui, il est possible.
Quatrième cause, la péritonite biliaire. C'est quoi la définition de péritonite biliaire? C'est tout épanchement bilieux intrapéritonéal, septique ou non, localisé ou généralisé, dont l'origine est une fuite biliaire au niveau de l'arbre biliaire. Donc soit intrahépatique, soit extrahépatique. Toute fuite de bile va donner d'abord une péritonite chimique, la bile a un effet corrosif, puis au fil donc, du temps, la péritonite purulente. La bile va s'infecter par les translocations des germes digestifs. Mais généralement, la cause la plus importante de la péritonite biliaire, c'est surtout la cholécystite aiguë. Et c'est une cholécystite le plus souvent gangréneuse. Donc, il y a une perforation et une fuite de bile. Donc, le terrain, c'est généralement le terrain de la cholécystite. Donc, une femme, 40 à 50 ans, des antécédents de colique hépatique et qui a une cholécystite aiguë, généralement abattardée par les antibiotiques. Donc, cholécystite au stade de cholécystite gangréneuse, c'est des douleurs de l'hypocondre droit, donc avec fièvre, parfois hypothermie, une défense maximum du niveau de l'hypocondre droit. Le diagnostic est échographique, il n'y a pas de pneumopéritoine, donc l'ASP, canal l'ASP, il n'y a pas de pneumopéritoine. La péritonite biliaire avec la péritonite appendiculaire ne donne pas de pneumopéritoine. Cinquième cause, donc les péritonites d'origine colique. C'est une péritonite stercorale. Il y a issu de matière fécale dans la cavité péritoniale par perforation du côlon. C'est une péritonite de très mauvais pronostic. S'accompagne souvent d'une altération de l'état général avec un état de choc septique. Le pronostic est très sombre. Quelles sont les causes donc, qui peuvent donner une péritonite colique? C'est surtout la péritonite d'origine diverticulaire. Donc c'est une cause très fréquente, la diverticulose colique. C'est une maladie de sujet âgé. Il y a deux mécanismes, soit une diffusion donc à partir d'un foyer donc de diverticulite, donc d'une infection diverticulaire, ou bien par perforation d'un diverticule infecté, ou bien par rupture d'abcès péridiverticulaire. Donc trois mécanismes, soit diffusion à partir d'une sigmoïdite par exemple, lorsque ça se localise au niveau du sigmoïde, une sigmoïdite diverticulaire, soit par rupture d'un abcès périsigmoïdien, soit par perforation d'un diverticule infecté. À l'échelle sigmoïdien, la localisation préférentielle des diverticules, c'est le sigmoïde. Cliniquement, donc il y a parfois la notion de maladie diverticulaire qui est connue, ou parfois c'est inaugural. La douleur de but, généralement au niveau de la fosse iliaque gauche, comme dans l'examen, c'est surtout la localisation au niveau du sigmoïde, puis ça diffuse à tout l'abdomen, et à l'ASP, il y a un pneumopéritoine qui est géant, bilatéral géant, donc c'est une localisation colique. Le pneumopéritoine géant, ça provient du côlon. Il y a parfois des niveaux hydroaériques liés à l'occlusion réflexe, bien sûr. Les perforations d'origine tumorale, une tumeur au niveau du côlon, peut donner donc une perforation par deux mécanismes. Soit une perforation in situ, c'est-à-dire au niveau de la tumeur colique, et c'est rare, mais le plus souvent c'est une perforation diastatique, c'est le mécanisme le plus fréquent. C'est généralement une tumeur au niveau du sigmoïde qui est sténosante et la valvule iléosécale elle est continente, donc il y a une souffrance et une dilatation donc au niveau du sécom qui évolue vers la perforation. Donc c'est une perforation au niveau du sécom. C'est de très mauvais pronostics. D'ailleurs sur le plan septique raïba, donc c'est une péritonite stercorale. En plus de ça, c'est un mauvais pronostic carcinologique. La perforation, elle classe directement la tumeur, stade T4, et c'est une tumeur R1. Donc la résection complète, elle est impossible. Les cellules tumorales vont diffuser déjà dans la cavité péritoniale. Une autre cause donc des péritonites d'origine colique, les péritonites des colites inflammatoires, surtout les Mickey. Généralement, le contexte est évocateur. C'est généralement une péritonite asthénique. Elle est abattardie par d'ailleurs l'affection causale et par aussi la corticothérapie. C'est une malade donc sous corticothérapie. Donc le tableau est moins franc. Autre cause, la perforation donc traumatique, la perforation après volvulus de côlon pelvien surtout, la perforation iatrogène après coloscopie. Dans ce cas, le pronostic est mieux que les autres péritonites. Allez, le côlon, il est déjà préparé. Généralement, le côlon est bien vif. Il faut aussi apprendre donc les causes de perforation du grêle. Il y a des causes à apprendre. La fièvre typhoïde, ça donne une perforation du grêle. La diverticule de Meckel peut se perforer, donner une péritonite. Et l'infarctus mésentérique. Donc, trois causes de perforation du grêle à apprendre. Là, j'ai une petite question folklore. Les péritonites post-opératoires. Généralement, ça survient entre 5e et 7e jour post-opératoire, en rapport avec soit la charge anastomotique, surtout le côlon, au niveau du côlon,
c'est le mécanisme le plus fréquent. Parfois, suite à un drainage ou toilette insuffisante, il y a un risque d'évolution vers une péritonite tertiaire, parfois une contamination iatrogène. C'est pas une complication fréquente, la péritonite post-opératoire, c'est un peu rare, mais il faut y penser. Allez, le diagnostic est souvent difficile. Un patient, il est algique en post-opératoire, donc la douleur en post-opératoire, c'est un symptôme banal. L'absence de transit est classique, donc le transit n'est pas rétabli d'ailleurs. Le syndrome inflammatoire biologique est habituel. Le pneumopéritoine, on peut le trouver, surtout après une cilioscopie. Il faut donc, au moindre signe non spécifique, évoquer le diagnostic. Le signe le plus précoce et le plus fréquent, c'est la fièvre. Et c'est une fièvre persistante. Fièvre post-opératoire, il faut penser à la péritonite post-opératoire. C'est femme à d'autres causes, comme une thrombose veineuse par exemple, pour contexte post-opératoire, l'infection urinaire, les malades santé, l'abcès de la paroi, la vénite, parfois le patient a une perfusion et femme d'infiltration, donc c'est une vénite. Et il faut évoquer la péritonite post-opératoire devant une fièvre persistante. Autre signe non spécifique, le non-rétablissement du transit au-delà des délais habituels. Généralement, après le 5e jour, on commence à s'inquiéter. La diarrhée, c'est un symptôme très important. La diarrhée est post-opératoire, donc ça fait penser à l'irritation péritoniale, la péritonite. Et surtout les signes donc généraux, notamment l'oligurie, la tachycardie, la polypnée. Il y a aussi donc un écoulement purulent par le drainage. L'éviscération, c'est une complication précoce qui fait penser à la péritonite. Des signes biologiques, surtout le signe le plus important, le plus spécifique, c'est l'élévation de la procalcitonie. C'est un marqueur donc très important. Mais attention, les signes classiques, le conalium, sont tardifs. Donc la contracture et la défense, c'est tardif. Donc, pour résumer, toute évolution inhabituelle chez un opéré de l'abdomen, il faut évoquer la péritonite post-opératoire. Même par excès, il faut compléter par un scanner abdominal avec opacification digestive. Les péritonites localisées maintenant. Donc, femme a deux formes à apprendre. L'abcès sophrénique et l'abcès du Douglas. L'abcès sophrénique, c'est des signes infectieux généraux, des signes abdominaux et avec des signes thoraciques. Je vous fais le tableau d'abcès sophrénique. La fièvre, c'est une fièvre qui est oscillante. On trouve des douleurs basithoraciques, une dyspnée, généralement un épanchement pleural réactionnel. Le hoquet, c'est un signe très important qui traduit l'irritation du nerf phrénique. L'atout, des douleurs de l'hypocondre droit ou de l'hypocondre gauche selon le côté. Une défense localisée, parfois. Un état subocclusif, donc un illus réflexe. L'abcès sophrénique. Il y a trois situations à apprendre. Ça complique parfois les péritonites évoluées, les péritonites tertiaires. Donc, il y a drainage insuffisant. Donc, l'épanchement yimchi par les mouvements du diaphragme vers la région sophrénique. Il peut survenir au décours d'une chirurgie biliaire, après une chirurgie sur le voie biliaire, une cholécystictomie par exemple, et ça peut compliquer l'évolution d'un ulcère perforé bouché comme on a dit. L'ASP, on ne trouve pas de pneumopéritoine, on trouve un niveau hydroaérique sous-phrénique. La radiothorax, on peut trouver un épanchement pleural réactionnel. L'échographie, ça permet parfois de reconnaître l'abcès si c'est superficiel. Mais l'examen le plus important, l'examen clé, c'est le scanner abdominal. L'abcès du Douglas, il y a des signes infectieux généraux, donc la fièvre qui est toujours oscillante, avec des signes urinaires et des signes rectaux. Attention, l'abdomen est souple. L'abcès du Douglas, il n'y a pas de contracture ni de défense. Pas de défense sur l'abcès du Douglas. Par contre, l'abcès sophrénique, il n'a jamais de défense. Les signes urinaires, c'est des uries, pollacurie, parfois une retention aiguë d'urine. C'est-à-dire que il faut la coucher. Et un syndrome rectal, fait des printes et des naisses, avec des douleurs hypogastriques. Le toucher rectal permet souvent de faire le diagnostic. C'est une tuméfaction fluctuante, bombement de cul-de-sac très douloureux. L'examen clé, c'est toujours le scanner abdominopelvien. Donc, les abcès, les péritonites localisées, l'examen le plus important, c'est le scanner abdominal. Le traitement, on va voir, donc c'est généralement un drainage percutané, parfois un drainage chirurgical avec antibiothérapie. Deux formes cliniques à apprendre. Il y a la forme toxique. Donc, la forme toxique, elle est en rapport avec une inoculation importante des germes virulents. C'est surtout donc les anaérobies. Ça donne des signes généraux très marqués. C'est un état de choc toxi-infectieux. Donc fièvre très importante, parfois hypothermie, altération de l'état général, hypotension avec
élargissement de la différenciée. Les signes abdominaux sont peu marqués, donc sont généralement cachés par les signes généraux qui sont très importants. Le terrain, c'est surtout les enfants. Et c'est un très mauvais pronostic, donc la péritonite toxique. C'est des germes virulents. Deuxième forme à apprendre, c'est la forme asthénique. C'est généralement les sujets âgés, les sujets immunodéprimés, sous corticothérapie surtout. Les signes généraux au premier plan, mais il n'y a pas de signe de gravité axe, donc les formes toxiques. C'est-à-dire, le patient, il est altéré, il est donc asthénique, mais il n'y a pas donc de signe donc de gravité qui m'a l'hypotension, qui m'a la fièvre très importante. Il n'y a pas de signe péritoniaux, Z. Donc l'abdomen, il est le plus souvent sensible, mais pas de défense ni de contracture. Donc dans forme il n'y a pas de défense ni de contracture. Le diagnostic est souvent fait tardivement avec c'est de mauvais pronostics. Ces formes donc asthéniques sont révélées le plus souvent par un tableau d'occlusion fébrile. Surtout c'est les sujets âgés. Ou elle a parfois des tas de chocs septiques ABGN, donc un les deux FIQCM, donc il faut les cocher. Et c'est toujours un pronostic qui est grave. Donc une question d'examen, on a un scanner abdominal, si on regroupe les situations, les un scanner. C'est les péritonites post-opératoires, c'est les péritonites localisées, donc c'est l'abcès du Douglas et l'abcès soufrénique, c'est les péritonites asthéniques, les péritonites toxiques, et les péritonites d'origine traumatique. C'est un scanner abdominal. Donc, les situations, il faut les apprendre. C'est pas pour n'importe quelle péritonite qu'on fait un scanner. Prise en charge thérapeutique maintenant. Donc, le traitement est toujours médico-chirurgical. Donc, 3 volets fait le péritonite aigu. Le traitement, 3 volets. D'abord, conditionnement plus réanimation. Deuxièmement, antibiothérapie. Troisièmement, chirurgie. Bien sûr, donc les buts, il faut lutter contre d'abord le sepsis, c'est les défaillances viscérales qui j'ai passé en état de choc septique. D'abord, il faut traiter le choc. Deuxièmement, traiter donc la péritonite donc, sur le plan chirurgical et traiter la cause Z. Donc, conditionnement et réanimation, il faut hospitaliser le patient dans un service de chirurgie ou de réanimation chirurgicale pour le réanimer, le perfuser, faire les bilans. Les hémocultures sont systématiques, le remplir. Il faut d'emblée donc mettre une sonde gastrique, mettre en œuvre les mesures de surveillance, une sonde vésicale pour mesurer la diurèse, donc mesurer la tension, la fréquence cardiaque. Commencer une antibiothérapie à large spectre, par voie parentérale à dose curative. C'est généralement une association de type claforon, genta, flagile, parfois augmentin, flagile, Z. Donc ça cible surtout les BGN et l'anaérobie. Adapté secondairement, bien sûr, à l'antibiogramme, le prélèvement bactériologique. Et la chirurgie, donc c'est le volet le plus important. On doit traiter la péritonite, faire notamment une toilette péritoniale et traiter l'étiologie. Les voies d'abord, donc il y a 2 voies d'abord, soit une laparotomie médiane, soit une cilioscopie. La cilioscopie, dans toutes les situations, des étiologies moyennes dans une cilioscopie, qui est la perforation d'ulcère. La cilioscopie est préférable par rapport à la laparotomie médiane, par exemple. La péritonite appendiculaire, on peut faire une cilioscopie, mais ce n'est pas toutes les étiologies. Et bien sûr, au moindre doute, il faut convertir, il faut faire une laparoconversion. Donc d'abord, le premier temps opératoire, c'est l'exploration. On va trouver l'épanchement, on va prélever l'épanchement pour un éventuel examen bactériologique et antibiogramme. On fait une toilette péritoniale abondante au sérum tiède, cadran par cadran, jusqu'à éclaircissement du liquide. Bien sûr, il faut essayer d'enlever les fausses membranes. Il faut bien sûr bien laver et aspirer le liquide au niveau des régions des clives, les gouttières pariétocoliques, surtout les régions sophréniques. Et après, donc, traiter donc l'étiologie. Quand c'est une péritonite appendiculaire, on fait donc l'appendicectomie. Quand c'est une cholécystite gangreneuse, donc il faut faire la cholécystectomie. Si c'est un ulcère perforé, si c'est un ulcère duodénal, soit on peut faire donc une suture simple de l'ulcère, suture à la muculique, c'est ça. وقتها لازمنا شويه نعملوا donc une bivagotomie ou quand c'est pas accessible donc ما نعملوش bivagotomie, نعملوا une suture simple, on complète en post-opératoire, نعطيو traitement médical de l'ulcère. Ou elle نعملوا bivagotomie avec pyloroplastie selon jeu. Voilà, si l'ulcère bien sûr est difficilement suturable, نعملوا une entrectomie avec GEA, avec une gastro-entéro-anastomose. Si l'ulcère est gastrique, on peut faire donc l'excision suture. Il faut toujours faire l'examen ANAPAD, les biopsies. Tout ulcère gastrique, c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Il faut, que l'ulcère gastrique, éviter la gastrectomie. Faire une gastrectomie dans un milieu septique, c'est de très mauvais pronostics. Une mortalité, morbimortalité très importante.
En ce qui concerne la perforation colique, on peut faire une résection colique sans rétablissement. Pas de rétablissement dans un milieu septique. Vous allez apprendre, c'est un dogme. On ne peut pas faire un rétablissement dans un milieu septique. Risque de lâchage 100%. Donc, soit on fait l'intervention de Hartmann, surtout le sigmoïde, le côlon gauche. Donc, on ferme le bout rectal et on extériorise donc une stomie, le bout d'amont, on extériorise dans une stomie, colostomie. Soit une bouillie Volkmann, non, on extériorise en stomie le debout en canon de physique. Et dans la perforation diastatique, on fait une colictomie subtotale, bien sûr. Pour la péritonite biliaire, on fait une cholécystictomie, plus ou moins une cholangio, la bile peut fuir donc de n'importe quel point de l'arbre biliaire. Donc pour dépister une éventuelle fuite biliaire, on fait la cholangio péropératoire. Le pronostic de la péritonite aiguë, c'est une affection très grave, donc il met en jeu le pronostic vital. Deux péritonites de très mauvais pronostic, c'est surtout les péritonites post-opératoires qui peuvent évoluer en péritonite tertiaire, les péritonites coliques, stercorales, à des germes très virulents. Le facteur pronostic essentiel pour le péritonite aiguë, c'est le délai de prise en charge thérapeutique. Donc un traitement chirurgical précoce est indispensable. StudyGate Digital Learning Technologies.